Un point qui, j'ai l'impression, est liant quand même dans ce qui a été expliqué, c'est la notion de données. Parce que Sarah, tu parlais au début de que en fait, les datasets sont un peu, comment on peut dire, sont presque éclipsés, les gens n'en parlent pas trop, alors que dans le côté artistique, c'est très important dans un sens. Mhm. Et particulièrement avec ce qui a été expliqué par Samia et Thierry, il y a ce côté de les données ont besoin d'être expliquées aussi. Et un point sur lequel, qui m'interrogeait, c'est comment trouver les données, comment trouver les bonnes données dans un sens. Parce que autant sur les données mondiales, ça peut être très compliqué avec les différentes entreprises, autant pour les artistes, est-ce que c'est les données que eux-mêmes ou elles-mêmes vont chercher sur place, ou est-ce que c'est les données aussi, parce qu'on peut même maintenant créer des données qui sont fictives dans un sens et ensuite réutiliser ça pour plus tard. Est-ce que dans vos projets particulièrement, il y avait des difficultés liées à ces données-là? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Est-ce que c'est au-delà des résultats qui arrivent après? Je sais pas si Mm. Sarah, toi, tu avais peut-être des choses là-dessus, sur le côté Euh, artistique. ouais, d'un point de vue des praticiens que j'ai interviewés ou avec qui j'ai travaillé pour mes propres œuvres, c'est vraiment, il y a un point de rupture, je dirais, dans la façon de gérer les données qui est en train de changer actuellement. C'est pas encore le cas avec la danse, parce que la danse est un peu en retard par rapport aux arts visuels, etc. Et là, je parle de ce qui s'est passé il y a à peu près 2-3 ans où on voit apparaître comme les modèles les plus mainstream ceux qui sont déjà pré-entraînés. Et donc, en fait, ça change complètement le type de pratique qui était mis en place de une pratique d'entraînement des modèles et donc de curation des données qui, même si était invisibilisé, était le corps même du processus, quand bien même il y avait des aspects de réadaptation, customisation d'algorithmes qui étaient déjà existants, mais quasiment tous les artistes avec qui on a parlé disaient que à ce moment-là, il y avait des algos qui étaient quelque part en open source, il fallait les customiser, mais une grande partie du travail, c'était vraiment de générer les données en entrée. Et donc ça, c'était un peu l'aspect curationnel dont Anna Riedler parle et qu'elle veut mettre en avant parce que elle met ça en lien aussi avec une approche féministe de mettre en valeur le labor qui est impliqué dans ce petit travail de curation des données. Et donc, l'évolution du domaine fait que maintenant, on est passé de ça à une pratique plutôt de prompting qui, euh, qui fait que les artistes n'ont plus tellement la main sur les données en soi, mais plutôt redéveloppent en fait une pratique en fonction des modèles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, quoi. Les modèles changent, tout d'un coup, les pratiques changent, suivent un peu des nouvelles logiques et des nouvelles philosophies. Euh, Plutôt que le contraire. Et nous, en IHM, on aime à croire qu'on peut encore faire le contraire, d'où mon dernier projet sur la danse, où j'essaye quand même de euh, faire des modèles profonds qui s'adaptent quand même à une vision et à une compréhension de fond de la pratique et de la nature de la pratique et comment les danseurs bougent, quel type de besoins ils ont, etc. Et adapter ça à leurs besoins, mais c'est un peu contre-courant, on va dire. Euh, et donc, en ça, c'est vraiment drôle de voir un peu cette redéfinition de processus sur des échelles très très courtes, en fait. Et la façon dont cette question de données a shifté d'une certaine manière en 2 ans, et notamment chez les photographes. L'étude qu'on a faite chez les photographes était déjà presque plus basée sur la question de curation des données. Pas énormément, plutôt. Et Alors, nous, de notre côté, c'est assez différent. En fait, tout ce que je vous ai présenté, alors pas la partie produit aval, portfolio financier, machin, mais tout le modèle IAM, Witness, c'est un projet open source qui est dans le cadre de la fondation Linux qui s'appelle Open Source for Climate. Et dans ce projet, il y a plusieurs sous-projets, dont le nôtre, mais il y a un sous-projet qui s'appelle Data Commons and Data Mesh, qui est focalisé uniquement là-dessus, qui vise à faire trois choses. Définir une interface unifiée d'accès aux données avec des mécanismes de nommage qui soient parfaitement définis, etc. Donc c'est de l'ontologie et du cleaning, pas des données elles-mêmes, mais
de leur nommage et de leur caractérisation. Il y a une deuxième partie qui consiste à faire du pipeline de traitement de données, pour être capable d'aller chercher des données à différents endroits, Copernicus, Whirling Data, enfin il y a plein de sources de données comme ça, ou des sources de données locales, gouvernement, Commission européenne, etc. Et à pouvoir mettre à jour avec tous les ans, on récupère des années supplémentaires, etc. etc. Et puis il y a une troisième partie qui est base de données. Alors c'est pas vraiment une base de données parce qu'il y a beaucoup de données qu'on ne va pas répliquer. On va se contenter de pointer vers là où elles sont, en ayant gardé le pipeline s'il y a des trucs qu'il faut corriger. Mais ça va se comporter comme si c'était une base de données. Il y a une partie API nommage, une partie tuyauterie dynamique, quoi, et une partie repo statique de données qui va permettre d'alimenter. Alors il y a un autre projet qui est spécialisé sur tout ce qui est physical risk, là, que j'ai montré, la petite maille de Dispardis, etc. Et donc qui s'alimente dans cette partie du projet qui, en l'occurrence, elle est pilotée plus par des gens de chez Red Hat qui développent ça. D'accord, donc il y a une volonté générale dans un sens de rendre les choses publiques. Ah bah, c'est un projet open source, on est sur Linux, donc tout est public. Mais qu'est-ce que j'ai ? Il y a vraiment un des piliers de Open Source on Climate, c'est les données. Donc, rien que ça reconnaît l'importance de la problématique de données. Et sur ce point-là aussi, un truc que je pense important, qui est peut-être, si Samia, j'espère que tu nous entends ici, il y a une notion aussi en termes d'explicabilité que je trouve, j'ai l'impression qui est intéressant, qui est peut-être que parfois les modèles veulent entre guillemets cacher des choses. Et que typiquement, quand on demande à des modèles particuliers d'entreprise, préfèrent pas parler de certains sujets et expliquer exactement la réponse. Je sais pas si ça fait partie aussi de la recherche en explicabilité. Parce disons qu'il y a une vision peut-être un peu optimiste de tout rendre open source. Ce qu'on aimerait bien, en tout cas, la recherche en France, c'est en général notre but. Je n'ai pas envie de dire que c'est le but de tout le monde, mais est-ce qu'en explicabilité, il y a aussi des problèmes, des défis liés à ça ? J'ai envie de dire qu'il y a plein de défis dans ces nouveaux modèles qui doivent expliquer, en fait, donner des explications sur au moins les décisions qu'ils nous proposent, quoi. Et c'est pas simple, en fait. C'est pas simple. Parce que quand on fait un modèle par induction, à partir d'un certain nombre de caractéristiques, et on fait une induction sur une règle, on généralise un modèle qui va s'appliquer sur d'autres cas, ce n'est pas facile d'expliquer la démarche d'induction, en fait, même en maths appliquée. Et donc, c'est à l'image de ce qu'on a conçu dans cette intelligence artificielle inductive. Même si aujourd'hui, on arrive à faire des choses en abduction, en faisant de l'association entre les cas et la générabilité. Donc, c'est par définition que cette IA aujourd'hui qu'elle est opaque. Et c'est un vrai défi expliquer ou interpréter le résultat donné par le modèle, en fait. Et alors pour certains secteurs, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, je prends l'exemple d'un marketeur, il fait une campagne avec l'IA, il prend les données de la campagne et il la mouline dans l'intelligence artificielle pour aller, on propose un marché par-ci et par-là. Il n'y a pas de risque derrière. Mais pour les médecins qui vont prendre cette recommandation et dire vous avez telle ou telle maladie, parce qu'il repose sur ce qu'il a dit l'automate, c'est pas aussi simple que ça. Le domaine bancaire, moi j'ai un thésard qui travaille dans le domaine bancaire sur justement ce type d'IA explicatif, et c'est vraiment problématique d'utiliser des logiciels IA en crédit, en tout ce qui est décisionnel financier. Donc j'ai envie de dire que c'est la demande sur une IA transparence elle y est, mais les modèles ne répondent pas encore. Tout ce que j'ai présenté des modalités, c'est des tentatives de réponse en fait. Et encore, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un souci de données à ce niveau-là. On peut collecter tous les données qu'on veut, le modèle il n'explique pas. Voilà. Donc c'est plutôt un modèle du modèle comment il est conçu. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui le livre qui
de JDPL qui a beaucoup été repris en fait pour retravailler la causalité, parce qu'en fait les modèles, si vous avez remarqué, ChatGPT par exemple, il n'y a pas de causalité, hein, il vous donne la réponse directe, il est incapable d'expliquer lui-même ce qu'il a fait. Et tous les modèles, pas tous, la majorité fonctionnent comme ça. Pour certains métiers, ça passe pas. Et donc c'est pour ça que ça urge pour travailler les modèles plutôt que les données. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi une notion peut-être de compétitivité dans le fait de garder les choses secrètes, dans un sens? Enfin, en général, le code, justement, pas open source, c'est pour que les entreprises puissent ensuite utiliser des choses sans qu'on sache trop ce que c'est. Est-ce que dans l'IA, on n'a pas aussi le même problème qui vient se poser avec ça? Et peut-être aussi Thierry, pareil, sur les modèles qui sont créés. Le fait de le rendre open source, les gens peuvent se l'approprier et en faire autre chose. Ce qui est très bien du côté artistique, j'imagine. Ce qui l'est beaucoup moins quand on essaie de vendre un produit. Est-ce qu'il y a ce problème-là qui revient aussi avec les modèles, etc. C'est un problème général dans l'industrie, je pense. Après, il n'est pas du tout spécifique à l'IA. Ouais. Je veux dire, quand on fait... je vous ai dit, j'étais beaucoup dans l'aéronautique. Quand vous allez évaluer les capacités d'un avion, vous avez un modèle de moteur qui est fait par le motoriste. Il faut le faire marcher avec le modèle de l'avion. Il faut sortir du dilemme qu'on a eu pendant des années où vous collaborez avec du PowerPoint parce que vous ne voulez pas donner un modèle. Parce que, sinon, vous êtes protégé par la loi, mais bon. Et puis, si vous donnez votre modèle, voilà. Et donc, en fait, on sort de ça depuis quelques années parce qu'il y a des technologies dites d'enclave qui consistent à avoir des modèles qui sont encryptés et qu'on peut exécuter encryptés. Donc en fait, c'est des technos qui viennent de nos amis Spotify, Deezer, Netflix, etc., qui viennent déposer sur votre machine un modèle où ils ont des précieux codecs et ils sont à peu près sûrs que vous n'allez pas leur piquer, ou qui vous autorisent de télécharger des chansons et des films pour voir dans l'avion quand vous êtes hors ligne, en étant sûr que la base de données encryptée vous avez mis sur votre machine, alors que vous êtes admin sur votre machine. Vous n'allez pas la piquer, en tout cas pas trop facilement. Et en fait, cette technologie-là a été transposée à plein d'autres choses. Donc maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel composant Docker, un code containerisé, l'encrypter comme ça pour en faire un anclage. Et après, vous avez des licences. Et dans la licence, vous avez plein de trucs. Vous avez le droit de l'utiliser entre telle date et telle date, ça c'est facile. Vous avez le droit de le runner, mais que 4 fois. Vous pouvez cacher des options. Donc l'option ultra courue dans le milieu ingénierie, on va dire, c'est je donne 2 clés. J'ai une clé qui trigger l'utilisation de données représentatives mais fausses. Et elle n'est pas limitée en nombre d'utilisations. Ça permet de mettre le modèle avec d'autres modèles et de faire toute l'intégration, de débugger jusqu'à ce que le truc ait l'air de marcher. Et puis après, j'ai une autre clé qui, elle, va déclencher l'utilisation des vraies données, le vrai résultat. Par contre, elle, vous l'utilisez que 4 fois. Comme ça, vous ne pouvez pas, j'allais dire, c'est pas décompiler, mais c'est rétro-ingénierie le modèle. Et après que ce modèle-là, à l'intérieur, dans le container Docker, qui est un code de simulation, un code d'IA, des données, des bases de données, que ça soit du data analytics, du LLM, n'importe quoi, c'est un truc qui s'exécute, quoi. Donc pour moi, c'est pas une problématique spécifique à l'IA. Par contre, oui, c'est une problématique réelle dans le monde industriel, de vouloir à la fois donner, mais avec un élastique. Enfin, donner pour en faire quelque chose, avoir du contrôle sur l'utilisation qui est faite d'un modèle que l'on donne. Ça soulève toutes ces questions, le côté transparent, le côté open source, etc. C'est absolument d'accord, c'est quelque chose qui est toujours là et qui a toujours été là dans un sens. Ça va dépendre de... Enfin, à nouveau, avec un point de vue industriel, ça va dépendre si le problème il est considéré comme pré-compétitif ou comme... Enfin, est-ce que pour vous c'est différenciant ou pas? Différenciant, ça veut dire, est-ce que le fait d'avoir cette partie-là de simulation fait que je peux mieux vendre mon produit, ou je peux faire un meilleur produit, ou je peux mieux vendre ou non? Ou est-ce que c'est pré-compétitif, c'est-à-dire j'en ai besoin, mais c'est pas parce que je l'ai que je vais faire mieux, parce que c'est... Et voire même j'en ai besoin, mais c'est tellement gros que ce serait pas mal si je pouvais me mettre avec d'autres pour le faire, parce que... Voilà. Et typiquement, par exemple, tous les modèles d'intégrateurs d'assistance naturelle, le modèle du monde, là, c'est typiquement le truc ultra, comment dirais-je, pré-compétitif. C'est-à-dire que pour beaucoup de boîtes, si tout le monde arrivait à se mettre d'accord sur ces modèles-là, et que du coup derrière, on ait des stratégies, des banques, des politiques, etc., qui sont un peu plus cohérentes, aujourd'hui c'est quand même très brownien, c'est entre
Les Français font du nucléaire, les Allemands font de l'éolien, les Américains font du gaz de schiste, les Chinois font de l'hydrogène, c'est un bordel sans nom. Donc effectivement, quand chacun tire dans toutes les directions, il y a quand même moins de chances d'arriver quelque part que si les gens étaient à peu près alignés avec une même stratégie. Pour arriver à ce que les gens s'alignent, avoir un modèle transparent, open source, que tout le monde peut auditer, regarder, se mettre d'accord, pour dire ah d'accord, ok, c'est ça qu'on fait, j'ai compris pourquoi on le fait, j'ai compris que je ne vais pas y perdre ma chemise, j'ai compris que l'autre ne va pas gagner 4 fois plus que moi. Donc dans cette optique pré-compétitive, l'open source, c'est génial. Mais à partir du moment où vous commencez à atteindre des choses où c'est le cœur de votre métier et où c'est différenciant pour vous, ben là, vous ne voulez pas trop. Enfin, là, on rentre dans le monde copie-cachée, quoi. Donc là, bah, tout ce que vous voulez, soit je le partage pas, soit je le partage en crypté, soit. Enfin, je commence à être un peu plus précautionneux, quoi. Puis après, il y a des militaires où là, c'est pas précautionneux, mais pour de bonnes raisons. Et un autre point, peut-être, pour aller sur un point qui, je pense, que la seule à avoir abordé ça, c'est ce côté émotionnel de la réaction à l'IA aussi. Parce qu'en fait, depuis le début de la journée, on parle beaucoup du côté très rationnel et du côté très intellectuel, de comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on explique. Je vous laisse, j'ai mon rendez-vous qui l'a sorti. Ça marche. Désolée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et je pense que ce côté émotionnel joue beaucoup sur des décisions qui peuvent être très rationnelles. Je sais pas, peut-être on est fatigué, je veux parler à l'IA, elle est beaucoup trop, elle essaie de m'expliquer trop de choses, alors que je sais pas, je dis absolument n'importe quoi, mais elle va glisser une blague en train de m'expliquer mon modèle super compliqué. Peut-être qu'en fait ça va aider à, ah oui d'accord, c'est rigolo, ça me remet dedans. Pardon. Sur le côté artistique, je vois bien l'impact que ça peut avoir en dehors, je sais pas si tu as déjà justement regardé est-ce que dans des contextes. Parce que toi, tu t'es beaucoup intéressé à des contextes artistiques, j'ai l'impression. Est-ce que tu t'es intéressé à des contextes qui ne sont pas artistiques, mais avec une approche qui reste artistique? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, s'il y a un sens à cette question. J'ai pas fait d'études particulières de cas où c'est pas des pratiques artistiques où on utilise les IA. Je pense qu'il y a quand même certaines frustrations qui sont similaires. Beaucoup de choses qui sont sorties, c'est par rapport à la question de l'agencivité, la question de trust, des fausses informations ou des fausses données, l'intégrité, les questions d'intégrité aussi. Je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant dans le domaine de la création aussi, c'est aussi le rapport à l'œuvre finale, quoi, la question de l'authorship et où est-ce qu'on met le travail qui est amené. Et donc, on a vu que beaucoup d'artistes veulent maintenir un certain contrôle du processus pour maintenir un sentiment de authorship. Autrement, ça leur échappe. Et autrement, donc c'est quelque chose dont j'ai parlé un tout petit peu, mais c'est ressorti aussi dans ma propre pièce. Nous, on avait un principe en disant qu'on gardait l'IA à la laisse, quoi. C'est-à-dire, on la laissait, enfin, un peu comme la métaphore que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on voulait bien expérimenter avec elle, mais quand ça commençait à nous échapper, on la maintenait avec... en mettant pas mal de contraintes dessus, en revisitant le modèle et en mettant des heuristiques qui permettaient de savoir ou d'avoir un peu plus de contrôle sur la sortie, etc., parce qu'au final, on se sentait responsable de ce qu'on montrait au public. On avait quand même la responsabilité finale, quand bien même l'IA était impliquée dans le processus de A à Z. Et donc c'est cette notion de responsabilité qui était importante. Qui prend la décision au final, qui dit que l'œuvre est satisfaisante, que je vais avoir un public qui va payer sa place et je ne vais pas avoir l'impression de leur avoir fait perdre leur temps ou de leur donner quelque chose à voir qui est complètement ennuyeux. Et donc on n'a jamais eu le sentiment, et à aucun moment, ni avec les interviews, ni avec mon propre processus créatif, qu'on donnait cette capacité de prise de décision à l'IA. Elle restait quand même, malgré tout, entièrement humaine. Et donc tous ces sentiments de vouloir prendre des risques, mais en même temps de maintenir une agencivité, un contrôle, un sens d'intégrité,
question de la liability, etc. Il y a une résistance forte, en tout cas dans le milieu créatif, pour maintenir la main dessus. Et quand bien même, je pense que la technologie est en train d'aller dans le sens inverse. De perdre le contrôle, tu veux dire? Enfin, De plus en plus, je pense, de vouloir grignoter, en tout cas, de la responsabilité de l'artiste. C'est vouloir grignoter ou c'est le fait que finalement les outils devenant de plus en plus puissants, on maîtrise de moins en moins ce qu'il y a dedans, donc on a de moins en moins de prise pour le contrôle. De fait, mais le discours qu'il y a derrière, c'est un discours incapacitant. D'accord. C'est un discours, donc c'est vraiment une volonté. Oui, c'est un Dans discours ce sens-là, incapacitant, sauf que c'est des outils qui deviennent de moins en moins incapacitants. Donc il y a une contradiction quelque part. C'est pour permettre aux gens, pour enable, support, enfin quand on voit les mots qui sont utilisés dans le discours prévalent, c'est donc un discours incapacitant avec des outils qui vont dans l'autre sens finalement. Justement, sur l'aspect recherche, je comprends bien l'usage qui est fait. Mais à la limite, vous avez le droit de dire stop comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, pour créer une œuvre, on peut utiliser l'IA, mais on peut utiliser tout à fait autre chose. La palette est très large. Alors, est-ce que c'est par défi personnel, par volonté de se montrer techniquement important? Est-ce que c'est parce que le public attend des choses sur l'IA? Qu'est-ce qui est derrière? On ne dit plus, par exemple, qu'on fait une pièce, bon, si c'est pour de la danse, avec, par exemple, de la capture vidéo des écrans de contrôle. On ne dit pas, ça sert à rien, parce que même si on travaille avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que plus tard on dira plus IA, parce que finalement tout le monde en fera un peu, ou vers où ça irait? Ça serait intéressant de spéculer sur des futurs possibles de quel visage la création pourrait avoir, parce qu'effectivement, maintenant on parle plus des lumières ou de technologies qui sont de toute façon utilisées sur scène, ou le son. Qui ont été complètement banalisés, ou de la vidéo, etc. Et effectivement, on peut revenir aussi à l'histoire de la photographie. Quand on regarde l'histoire de la photographie, il y a eu une résistance à la photographie parce que ça a rajouté de la technique et ça a enlevé de l'agencivité au geste artistique ou à l'aura de l'artiste. Donc on peut faire des parallèles ici. Moi je pense que une des grandes différences ici, il y a deux choses auxquelles je voudrais répondre. C'est quelle est l'intention des artistes derrière ça et pourquoi le faire finalement si ça ne leur convient pas. Et pourquoi est-ce que jouer avec des algorithmes comme ça ou explorer des algorithmes comme ça est peut-être une rupture plus brutale que ce que la photographie a été pour la peinture. Et je pense que là, c'est plutôt qui est responsable de l'émergence de ces algorithmes et de l'émergence de ces modèles qui deviennent mainstream par rapport à encore il n'y a pas si longtemps où on faisait quand même de la reconnaissance du mouvement, il y avait du machine learning dans pas mal de musique électronique, d'œuvres numériques, etc. Et puis on n'en faisait pas un big deal, c'était ok. Mais parce que c'était des modèles à petite échelle qu'on bidouillait, qu'on téléchargeait, qu'on intégrait dans une œuvre, etc. On n'était pas devant des mastodontes qui avaient des agendas un peu plus cachés, disons, derrière les productions des IA qui deviennent mainstream. L'autre chose, c'est quelle est du coup l'intention des artistes. En fait, les artistes, d'une part, on leur promet qu'on va leur donner des outils qui vont leur permettre de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils vont évidemment sauter sur cette promesse-là et vouloir torturer, approprier, manipuler, challenger, etc. Et donc pour l'instant, c'est des tentatives. On peut dire que c'est plus des tentatives que vraiment l'émergence de nouvelles formes artistiques complètement différentes. On ne peut pas dire actuellement, je ne saurais même pas dire que l'impact de l'IA sur l'œuvre artistique et l'impact qu'a eu la photographie sur les arts visuels, par exemple. C'est trop tôt, c'est un peu trop tôt pour juger, oui, effectivement. Justement, pourquoi se servir de l'IA?
simplement pour espérer ce que l'on imagine ou ce que l'on n'imagine pas. Bah parce que le métier de l'artiste, c'est de générer des idées. Et que l'IA, ben, c'est la promesse de l'IA finalement. Donc si on peut le faire, pourquoi ne pas le faire finalement? Les artistes, tout comme tous les autres domaines. Il y a quand même des artistes qui doivent se dire je suis plus fort que l'IA. Bien sûr. Et je pense que c'est ici qu'on est en ce moment. Oui. C'est un moment de tension, un moment d'appréhension, de j'essaye, je regarde, j'y vais pas. On est vraiment là. Parce que justement, alors là, je jette un pavé dans la mare, hein, j'en suis conscient. Là, vous dites, le rôle des artistes, c'est de générer des idées. Alors, l'anthropologue va vous dire, peut-être, certains, en tout cas certains courants anthropologiques, vont vous dire, non, le rôle de l'artiste, c'est de générer des signes qui précèdent les récits. Ouais. Et effectivement, alors là, les questions, là, elles tournent tout autour de ce que j'étais en train de... Alors, je vais peut-être reprendre certains éléments des questions, mais les formuler un peu différemment, et vous donner une piste de réponse concrète. Je veux bien. Donc effectivement, l'intérêt de cette table ronde, c'est que d'un côté, vous avez des personnes qui veulent expliquer rationnellement, je pense donc je suis, et l'intelligence, elle est justement la donnée, le récit, la donnée que je mets dans des outils numériques, que je traite d'une manière ou d'une autre très complexe, etc. Et puis d'un autre côté, il y a vous qui faites de l'art. Donc l'art, c'est pas justement tout ça. Et vous prenez le sujet effectivement sous l'angle, comment j'utilise ces outils pour faire de l'art. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, effectivement, c'est comme tout outil, on a découvert la peinture, on a fait de la peinture, on a fait, etc. On a un nouveau moyen, comment l'utiliser pour exprimer des sentiments, des émotions, pour susciter des émotions, sachant que l'artiste, ça c'est un point de vue personnel, mais je le dis comme ça, c'est l'importance de l'artiste, c'est de saisir l'air du temps quelque part et de le cristalliser dans une collectivité au travers d'un moyen qui n'est justement pas le discours, qui ne passe pas par la parole. Matérialiser d'une certaine façon. Et si ça marche, après, effectivement, il se construit quelque chose de collectif qui, effectivement, d'où peut se dégager quelque chose. Enfin, c'est un petit peu ma compréhension de l'art. Et est-ce que justement, la question qui se posera à l'artiste, d'une part, c'est pas comment être visible dans un monde qui devient de plus en plus langagier quelque part, c'est-à-dire dans des systèmes qui nous y enferment d'ailleurs, hein, on voit bien. Moi je suis effaré ce matin, le temps, la précipitation, la perte de repères, enfin toutes les discussions ont tourné autour de ça. Donc en fait on va vers une désintégration de l'être humain et de la collectivité. Enfin on peut voir les choses de cette manière-là. Malheureusement, tous les jours, on nous donne des exemples, hein, c'est aujourd'hui. Et justement, l'artiste, ce qui peut être son rôle aujourd'hui dans la société, c'est de traduire ça dans des sentiments collectifs qui permettent de réorienter l'utilisation de toute cette technologie vers quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une question pour les artistes aujourd'hui de savoir comment, plutôt que à la fois en même temps, effectivement, l'utiliser pour m'exprimer, d'autre part, comment être visible dans tout ce bruit, dans toute cette information. Et quand vous parlez d'art visuel, ce que je me demande, c'est comment est-ce que l'artiste qui va utiliser la peinture ou bien Photoshop ou je ne sais pas quoi, un appareil photo numérique, le véritable artiste va pouvoir être visible au travers de toute la production visuelle qui sera que du copier-coller, etc., qui justement n'apportera pas un signe nouveau dans la société. Ça, c'est Et dans la manière objective, disons, de simple de répondre, peut-être pour moi, c'est les danseurs que vous avez mis sur scène avec ces outils, est-ce qu'ils avaient l'impression, le sentiment, après cet exercice, de s'être exprimé corporellement pour porter une émotion qui venait du collectif? Oui, parce que dans cette pièce-là, en fait, l'utilisation de l'IA est très particulière, puisqu'on ne l'utilise pas pour générer autant qu'on l'utilise comme des règles de jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a laissé l'IA
qu'on a gardé l'IA à la laisse, puisque on a voulu qu'elle nous propose des possibles modes d'incorporation sans qu'elle génère le contenu incorporé sur scène. Donc même si c'était très cognitif, etc., ce qui sortait de la pièce était un jeu de 4 personnes sur scène qui se passaient la balle d'une certaine manière, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut penser à des usages littéraux de la technologie, mais ce que je pense que l'art propose, c'est des réappropriations qui détournent complètement les usages et qui remettent en fait cette technologie-là dans des contextes qui n'étaient pas du tout pensés pour. Dicey, l'algorithme, n'était pas du tout fait pour être utilisé comme ça. Et donc la pièce, elle en propose une relecture totale qui met en valeur en fait l'incorporation des danseurs sur scène. C'est pas nécessairement le cas tout le temps, et on peut voir ça aussi par les exemples que j'ai donnés en art visuel. Il y a énormément de résistance par rapport aux gros modèles du type justement Midjourney, DALL-E, etc., etc. Et moi j'ai vu la progression là-dessus des artistes que j'ai interviewés en 2020 aux artistes que j'ai interviewés en 2024. Ceux que j'ai interviewés en 2020, un peu comme la pièce qu'on a vue, étaient vraiment des artisans de cette chose-là. Et ce qu'ils faisaient, ils nous ont expliqué des processus complètement détournés du code qu'ils ont récupéré, qu'ils entraînaient sur des choses délirantes, qu'ils arrêtaient à des moments délirants quand ça convergeait pas du tout. Parce qu'il y a ce jeu où on essaye justement de générer des choses qui sont uniques, même si c'est des algorithmes qui sont faits pour autre chose. Donc là, on voyait encore des possibilités de réappropriation. Et là, en refaisant des interviews en 2024 avec une nouvelle génération de AI artists qui est sortie de nulle part, on n'a pas compris ce qui s'est passé en 4 ans, on voit un shift total de la façon de pouvoir justement s'approprier ces algorithmes qui diminuent et qui du coup laisse beaucoup moins d'espace à cette possibilité d'expression et aussi à cette possibilité de collectivisation, d'avoir quelque chose à dire à un niveau plus large. Et dernièrement, je trouve que quelque chose que je trouve qui est le paroxysme de ça, c'est que j'ai pris le ferry de Wales jusqu'en Irlande et il y avait une machine AI art dans le ferry à côté du casino qui disait « Unleash your creativity », choisissez 3 mots, « create your own art ». C'était un peu comme un truc où tu remettais un pound et puis tu créais une œuvre d'art comme ça. Et donc, la commodification de l'idée de l'IA comme encapacitante ou permettant à n'importe qui de devenir artiste juste sur un ferry en passant, je pense que c'est là où il y a la glissade qui est non désirable, qui est non désirée par les artistes. Un risque réel, ouais, sur le monde de l'art. Ouais. Pour les artistes. Pour la société. Oui, et pour la société, évidemment. Oui. En tout état de cause, l'artiste qui s'exprime, quelles que soient, je veux dire, les données de l'IA, c'est son expression qui est l'œuvre. Le commun des mortels que je suis ne va pas avoir cette expression. Sauf si vous prenez le ferry pour l'Irlande. Si la totalité d'expression, c'est de mettre une pièce de 20 pounds dans la fente... Mais je ne suis pas l'artiste. Alors que l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui va utiliser l'IA au cas particulier, mais dans une expression qui sera la sienne. Et il va exprimer ses sentiments ou son art. Mais indépendamment, à mon avis, de l'IA. L'IA, ce sera le moyen. Ça crée un espèce de gradient continu là où ça ne l'était pas avant. C'est-à-dire qu'avant, la peinture, moi j'ai jamais pratiqué de peinture. Si je dois peindre quelque chose, je pense que ça va être terrible parce que je vais faire des pâtés partout, je n'ai pas la technique pour ça. Donc il y avait une espèce d'effet de seuil avant de pouvoir faire quelque chose. Avec des trucs à la DALL-E ou équivalent,
cet effet de seuil, il est complètement lissé, puisque vous pouvez arriver, fais-moi une image de coucher de soleil. Ouais, il fait une image de coucher de soleil. Après, il y a des mecs qui vont faire des prompts longs comme aujourd'hui et demain. C'était un peu ce que montrait la dame qui faisait l'analyse juridique ce matin, en disant, ouais, mais là, tu me le mets comme ci, comme ça. Oui. Là, on va retrouver la notion de... D'ailleurs, c'était ce qui était reconnu dans le côté droit d'auteur. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelqu'un qui fait une offre de création en imaginant quelque chose, et après, il ne fait qu'utiliser un générateur d'images comme avant, on aurait utilisé un pinceau. Mais par contre, il n'y a pas cette espèce d'effet de seuil technique où... finalement, des prompts, on peut en avoir depuis fais-moi un coucher de soleil jusqu'à des trucs super sophistiqués. Et c'est continu. Et donc, c'est cet effet-là de continu qui, à mon avis, brouille un peu la qualification. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu, vous avez dit 2 fois, enfin tout à l'heure aussi, que dans les années 2020, donc comme c'était très très ancien, c'était des artisans, mais maintenant vous les qualifiez quoi d'artistes? Enfin, j'ai pas bien saisi, j'ai bien compris en 2020, mais ce qui se passe maintenant, est-ce qu'ils sont phagocytés par ces outils ou est-ce qu'au contraire l'expression est ouverte? Comment ça se passe? Alors, on a fait, j'ai pas encore analysé les données des interviews qu'on a fait. On est passé d'interviewer 5 ou 6 personnes, comme je vous ai dit, à interviewer 40 artistes, puisqu'il y a encore une fois toute une génération. Et sur les 40, on a une grande diversité d'approches. Il y en a qui résistent absolument le prompting, qui ne veulent pas que leur pratique devienne une pratique de prompting, qui continuent donc à utiliser des vieux modèles, enfin vieux qui ont même pas 10 ans. Et il y a une nouvelle génération qui, justement, deviennent vraiment hyper bons à prompter des algorithmes, à trouver exactement le bon mot qui va sortir le bon truc. Il y a aussi des algorithmes un peu hybrides où on peut entraîner en partie, même si le plus gros du modèle est déjà pré-entraîné. Toute cette catégorie, ce sont des artisans, ce sont des artistes, ce sont des ils se disent également AI artists. Et puis maintenant, on est, comme j'ai dit, on est dans une zone de flou où on ne sait plus vraiment qualifier ce geste-là, ou alors le geste-là est décorrélé de la technique qui l'a produit. Artisan, il y a le Cédric du coin et le mec qui est compagnon du Tour de France, qui est tous les deux artisans, et il y en a un qui est artiste et l'autre peut-être pas. Mais ouais. Dans tous les cas, je pense que dans le domaine artistique, on a toujours voulu décorréler l'œuvre, disons, de ce qu'il a produit. Et ça, c'est pas nouveau nécessairement avec l'IA. On a vu ça avec les dadaïstes, etc. Donc, pour moi, la question qui se pose, c'est surtout d'où viennent ces modèles-là, qui en décident et comment est-ce qu'on peut avoir quand même une prise de décision qui reste liée à une idée artistique avant tout. Peut-être pour aller sur un autre point, que je trouve intéressant, qui est peut-être un lien avec les 2 présentations que vous avez faites, sur la notion aussi dans un sens, si je peux appeler ça, de données minoritaires, parce que autant que ce soit des modèles ou d'IA ou pas d'IA, souvent on va s'intéresser à une sorte de masse et de normes, et ça va être très difficile de s'intéresser à des cas qui sont très particuliers, qui sont bien plus minoritaires. Et ça, tu prenais l'exemple de faire des images, par exemple, de choses qui auraient pu être oubliées, et d'arriver à remettre ça de recréer une sorte de mémoire de ça, dans un sens. Je sais pas si Thierry, ça rentre aussi en compte, dans le sens, si on regarde à l'échelle globale, j'imagine qu'un petit village quelque part qui fait une production particulière, ça va pas être très intéressant. Mais il y a peut-être aussi l'effet que si on fait des modèles qui ne considèrent pas certaines communautés, il y a peut-être aussi ce côté on risque d'oublier des données, dans un sens, qui peuvent être aussi importantes. Et comment est-ce qu'on peut considérer ça au final? Est-ce qu'il faut s'intéresser à tout le monde et arriver à faire une sorte de curation, de récupérer les données? Est-ce que quelque chose qui me venait en tête sur l'exemple que toi tu avais, Sarah, c'était est-ce qu'on n'est pas en train de créer des choses qui sont fausses aussi? Parce qu'on se base sur ce que des gens ont dit. J'imagine qu'après on vérifie en leur montrant par exemple des images et on leur demande est-ce que c'était ça ou c'était pas ça, mais si c'est des souvenirs d'il y a 40 ans, la personne va dire oui, d'accord, c'est ça. Peut-être qu'on est en train de créer des choses fausses à côté. Et je suppose dans les modèles aussi de changement climatique, etc., il y a ce côté on essaye d'être au plus juste, mais... Alors, dans le modèle de changement climatique, on est sur des mécanismes de simulation
Donc la manière de gérer du multi-échelle en simulation, c'est un domaine de la recherche. Je ne pas dit que c'est parfait et tout, mais il y a quand même un gros existant. Ok. Donc, typiquement, nous, on utilise des formulations dites biniveaux entre le macroscopique et les secteurs, ou le macroscopique et les régions, puis les régions et les pays. Donc là, c'est des mécanismes numériques assez connus, si je peux dire. Alors, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas? C'est pareil, ça se calibre, ça se regarde, mais on est quand même beaucoup moins en terrain incognita, si je peux dire. Ok. Mais après, oui, je suis d'accord que ça arrive fréquemment d'avoir un tout, et puis il y a un petit truc quelque part qui, dans 90% des cas, est négligeable, et puis dans certains cas de figure, s'avère critique. C'est assez courant. Mais ça, oui, de toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas tout gérer. Puis aussi, parfois, on n'a pas toutes les données nécessaires pour. Donc, Et pour moi, c'est aussi une problématique de ce qu'on va appeler la validité des modèles. Quand on a des modèles type boîte blanche, quelque part, c'est des choses qui sont construites à partir d'équations de la physique ou d'équations machin qui ont des hypothèses très très claires. Et donc, on peut normalement, si on est rigoureux, déterminer quels sont les domaines de validité à l'intérieur desquels les hypothèses mathématiques, physiques, économiques, économiques, c'est plus flou, mais bon, en fait, sont valides. Quand on va faire de l'analyse de données, c'est forcément beaucoup plus flou. C'est-à-dire que c'est comme si vous faites une surface de réponse à partir de plein de points. Si vous êtes au milieu de la surface de réponse avec plein de points tout autour, vous pouvez penser que vous êtes assez vrai. Puis plus vous allez vers le bord, moins il y en a. Puis après, vous êtes en train d'extrapoler, pas d'interpoler, mais d'extrapoler. Et quand vous extrapolez, plus vous vous éloignez, plus vous hallucinez. Et donc, la limite est moins nette, parce qu'on peut la définir alors, sur certains types de modèles de comportement qui ont des méthodes mathématiques en dessous, Kriging, RSE, etc. Ça va être possible parce qu'on a une estimation de l'erreur, c'est-à-dire que la méthode mathématique d'interpolation vous dit c'est tel résultat et le majorant de l'erreur c'est tant. Donc là, vous savez, mais sur des trucs à réseau de neurones, il n'y a pas de majorant de l'erreur à ma connaissance. Donc la notion de confiance, on revient à la problématique d'IA de confiance, elle est beaucoup plus difficile à établir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais confiance, mais c'est quand même plus compliqué. Et typiquement, c'est un truc qui date pas de la révolution d'IA de ces dernières années, mais le biais des données d'entraînement, qui peut être soit du biais, on parlait des biais ce matin, je sais plus quoi, ils ont découvert récemment que comme on a appris sur de la base existante d'Internet, on va dire, et qu'on a des biais qui sont pas très féministes, on va dire, et dans les réponses de la majorité des trucs, vous allez avoir des trucs où il y avait des CV, par exemple, qui étaient systématiquement moins bien évalués si c'était des filles que des garçons. Parce que dans les postes, dans les gens qui avaient été mis à des postes, machin, c'était mieux tracé quand c'était des garçons dans les trucs d'apprentissage. Ça, ou des trous. Alors, il y a un moment donné, il y a un cas particulier, justement, un cas... un Dirac quelque part qui n'a pas été rentré dans la base de données, et là, quand vous tapez dessus, vous êtes complètement faux. Et ça, c'est déjà compliqué en numérique, le Dirac. Alors, en apprentissage, quand vous ne le voyez pas, vous êtes complètement passé entre les mailles du filet. J'ai l'impression que ça pose... J'ai l'impression que ça pose la question du coup de l'erreur aussi. Que ce soit l'erreur autant de créer des images fausses que les gens vont interpréter comme vraies, que ce soit une erreur le modèle s'est trompé, on va prendre une décision derrière. Et on a pas mal parlé de ça au cours de la journée, il faut que les humains fassent attention à ce qui est dit. Mais moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu paradoxal, dans le sens où on est très content quand les technologies font le travail pour nous. Mais là on doit vérifier que la technologie a fait le bon travail. Mais c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Il n'y a pas les deux sens en même temps. Si on veut que la technologie fasse travail pour nous, si on vérifie derrière, on est... Le problème, c'est que, quelque part, c'est un problème de différents... Enfin, en tout cas, dans le monde scientifique ou d'ingénierie, le problème, c'est que tout le monde parle d'incertitude, mais la problématique d'ingénieur, c'est la marge, c'est pas l'incertitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prenons un exemple en 2D, simple. Y égale f de x. J'ai un x, ça me donne un y.
Mon objectif, c'est que le Y soit entre temps et temps. Parce que c'est ma... Et du coup, il faut que je rétro-propage ça pour savoir à combien j'ai le droit de bouger autour de mon X, dans mon usinage, dans mon machin, pour être sûr que si je me suis un peu gouré autour de mon X, si j'ai un peu bougé, je suis dans l'intervalle tolérable de mon résultat. Et si j'ai pas un mécanisme de quantification d'erreur qui me permette de remonter à la marge, en termes d'ingénierie, je suis super mal à l'aise. Parce que je sais que si je prends ça, j'ai ça plus ou moins temps, mais est-ce que je suis sur un truc comme ça, dès que je vais m'écarter, je vais avoir des résultats complètement différents, auquel cas, il faut que je fabrique le truc exactement comme je l'ai calculé. Ou est-ce que je suis sur un truc, un ballon des Vosges, là, tranquille, où je peux bouger un petit peu et ça va pas secouer dans le résultat. Donc, toutes ces problématiques-là, quand je suis sur des problématiques, et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est la dame qui est partie là, qui disait, ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Si je suis en train de dire, le résultat, ça va me servir à faire du démarchage marketing, c'est quoi la conséquence si je me rate? J'aurai un peu moins d'affaires. Personne n'est mort, quoi. Si je fais ça sur des problématiques d'intervention médicale ou sur du pilotage automatique d'un véhicule, avion, voiture, et que je me gourre, il y a mort d'homme, quoi. Et donc, selon les cas, toutes ces problématiques parce que c'est incertitude, marche, tout ça, c'est confiance. Hein. C'est la même... ça cousine violemment, tout ça. Et donc, selon les cas d'usage, j'ai besoin d'avoir plus de confiance que dans d'autres. Plus de confiance, plus de contrôle sur les incertitudes, j'en ai marre. Et après, ça n'empêche pas forcément de... Enfin, je veux dire, c'est comme quand vous faites de l'optimisation numérique, à un moment donné, votre optimiseur vous dit « Ah, si tu fais comme ça a l'air vachement bien. » Bon, et qu'est-ce que tu fais? Tu prends le comme ça et tu le testes ou tu l'analyses, machin. Si c'est vachement bien, c'est bien. Mais à la limite que cette solution, entre guillemets, optimale, c'est l'optimiseur qui vous l'a donné, vous l'avez rêvé, c'est votre cousin qui vous l'a donné sur un papier la dernière fois qu'il vous a vu, tout le monde s'en fout. Puisqu'au bout du compte, vous allez la tester, et si elle est bonne, elle est bonne. Donc, si votre truc d'IA, il vise à vous proposer une solution géniale, et que derrière, vous avez les moyens de la tester, c'est fantastique, il faut l'utiliser tout de suite. Si par contre, c'est un truc qui est embarqué dans la boucle, et qui va être utilisé sans contrôle, sans filtre de retour, à nouveau, si c'est pour contrôler les spotlights de la discothèque et faire un truc qui va changer de bleu à vert de manière super sympa sur mon rythme, c'est pas grave. Si c'est pour piloter le freinage de votre bagnole, c'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas de... Est-ce que les modèles sont capables de prédire une sorte d'effet rebond lorsque, par exemple, vous mentionnez sur le modèle climatique, si j'enlève une certaine quantité de production d'énergie fossile, très bien, on se rapproche de notre ligne, mais du coup j'imagine qu'il y a des effets rebonds qui font que on va consommer de l'énergie de notre manière. Est-ce que du coup les modèles que vous mentionnez, comme un peu à l'instant, si on change une certaine variable, ils peuvent nous dire attention, ça va changer du coup d'autres variables qui vont être là à côté, il va juste faire un calcul à partir d'une nouvelle situation. Complètement, c'est ce que j'appelais des effets de rebouclage. Quand je décrivais que alors c'est pas un effet rebond, c'est l'inverse, mais c'est le même genre. Quand je décrivais que si à un moment donné vos dommages augmentent à tel point que le PIB net, c'est-à-dire le PIB moins les dommages disponibles, finit par baisser, c'est-à-dire votre PIB il augmente, mais les dommages augmentent tellement plus vite que ce qui reste une fois que vous avez géré les dommages, effectivement ça baisse. Et sauf si vous commencez à consacrer beaucoup plus de choses à produire de l'énergie, quand même il faut manger, il faut machin, et comme l'économie est fonction de l'énergie, vous avez moins à investir dans l'énergie, donc l'économie baisse, donc vous avez moins de fric pour mettre de l'énergie, donc l'économie baisse, c'est une spirale infernale. C'est des effets induits. Et un des intérêts de ce genre de modèle qui a des couplages, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas tant de prédire le futur, parce que ça, c'est très compliqué, mais c'est de comprendre ces interactions. Se dire, mais s'il se passe ça, pourquoi ça bouge ça? Et là, c'est là que vous allez avoir besoin de cette espèce de ce que j'appelais interface d'ingénieur en multi-utilisateur. Quand vous analysez des trucs comme ça, il y a toujours quelqu'un qui dit moi je comprends, moi mon modèle, alors moi ça va, je comprends ce qui se passe, moi ça va, je comprends. Moi je comprends pas, en 2060, il y a un truc qui s'écroule, je comprends pas d'où ça vient. Et là vous avez un autre qui dit non mais c'est normal, en 2060, vous avez, on atteint la limite on a toutes les zones agricoles exploitables sont prises, on a déjà basculé tout le monde en végétarien. Et si tu veux maintenir le niveau de calories par tête de pipe,
on ne peut pas grandir davantage, puis comme la population augmente toujours un petit peu, il me faut plus de calories, donc en fait, je ne sais plus faire croître les biofuels. Et donc brutalement, c'est pas capable. Et donc et c'est ces effets-là, et ça peut être à l'envers des effets rebonds que vous décrivez. Si à un moment donné l'énergie devient super pas chère parce qu'on a dit qu'on a câblé que je sais pas quoi en 2060 ou en 2070, la fusion nucléaire devient disponible en électricité à l'infini pour pas cher. Je rêvais, hein. Mais les derniers résultats Tokamak West sont quand même encourageants. Mais bon. Et bien brutalement, vous allez voir un gros changement de courbe. Et puis vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, ça ne change pas grand-chose tant que ça, parce que vous avez tout un tas de domaines qui sont très énergie greedy, quoi, qui bouffent tout ce qui est produit en plus, sans pour autant que ça change fondamentalement les émissions. C'est que, oui, Alors après, un effet rebond, ce n'est que la manifestation d'un comportement des gens. Si vous n'avez pas, entre guillemets, prévu ni programmé ce comportement, vous ne l'aurez pas, parce que le modèle n'est pas magique. Que ce soit d'ailleurs un modèle d'IA, vous ne l'aurez pas, et un modèle analytique non plus. Donc, si par exemple, personne n'avait prévu le fait qu'il y ait des smartphones qui arrivent, parce qu'en 2000, on ne parlait pas de smartphones, hein. C'est quand même arrivé en 2010, les smartphones, et on est en 2020, et on est dans les années 2020, ou 15 ans après, on nous dit que c'est une source potentiellement de problèmes critiques sur des terres rares, parce que c'est une consommation de terres rares absolument monstrueuse. Peut-être que si on avait fait des IAM en 2000, personne n'aurait prévu qu'il y aurait des smartphones en 2010. Donc ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis que ça ne va jamais prédire le futur. Ça va vous prédire que certains futurs n'ont pas l'air possibles. Ça va vous donner une enveloppe de possibles. Et vous pouvez essayer, si vous êtes une boîte, d'avoir une stratégie qui soit bien au chaud au milieu de l'enveloppe. Parce que là, vous vous dites que même si les barrières de l'enveloppe bougent un peu, ça devrait pas trop, ça devrait aller pour vous. Alors que si vous êtes vraiment au bord de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes à la limite d'un problème de disponibilité d'une ressource ou à la limite de machin, il suffit que le système bouge un tout petit peu, genre Taïwan, l'Ukraine, donc géopolitique, ou on a fait une petite erreur sur les estimations de changement climatique et le courant AMOC atlantique va baisser un peu plus vite que prévu et du coup il va faire plus froid que prévu alors qu'on avait prévu que c'était plus chaud. Et là, votre truc, vous vous dites, finalement, j'ai une stratégie qui est super sensible. Même là, le modèle va vous dire c'est sensible parce que le scénario, là, ce que j'appelle le bord de l'enveloppe qui risque de vous toucher, c'est quoi qui le pilote? C'est ça, ça et ça, a priori, logiquement. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez dire, il faut quand même que je regarde super précisément ces 4 paramètres-là, parce que s'il commence à évoluer comme ça veut dire que 5 ans ou 10 ans après, ça va aller mal pour mon matricule. Donc il faut que je change, il faut que j'investisse pour me changer. Mais c'est très dynamique comme truc. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir des outils de simulation, alors celui-là ou d'autres, plutôt que des rapports. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont marcher qu'avec les rapports du GIEC, il y en a tous les 5 ans. S'il y a un truc qui change, vous attendez 5 ans, et puis après, il vous faut 6 mois pour le digérer, et puis... un des trucs qui a fait démarrer ça chez Airbus, on était en discussion avec le patron d'Airbus qui dit les gars, j'ai 4 rapports sur ma table, des mecs super sérieux. Le GIEC, l'IFPEN, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, l'ADEME. Entre le plus optimiste et le plus pessimiste, il y a un facteur 6 sur la quantité d'hydrogène vert disponible en 2030. Je regarde les hypothèses, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas un truc flagrant qui puisse expliquer pourquoi il y en a un qui me dit qu'il y en aura 6 fois plus que l'autre. Je fais comment? Parce que dans le cas le pire, si je fais un avion hydrogène, j'ai payé une blinde pour faire un avion hydrogène, il sera moins performant qu'un avion kéro classique parce que c'est tout neuf, et je ne pourrais pas acheter l'hydrogène vert, donc les compagnies aériennes vont quand même payer une taxe carbone. Donc en gros, c'est pas une balle dans le pied, c'est 2 balles dans les 2 pieds, quoi. Alors que dans l'autre cas, c'est une solution viable si j'ai la bonne techno pour le faire. Ça peut être compliqué, mais si j'investis pour y arriver, ça peut passer. Aujourd'hui, je ne sais pas décider. Et si j'avais une simulation, je peux essayer de comprendre d'où ça vient. Je peux essayer de dire, mais attends, mais toi tu trouves ça, toi tu trouves ça. Diff sur les entrées, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Donc on arrive, au lieu de discuter globalement de la querelle d'experts où finalement ça n'avance à rien, on est capable de trouver les endroits où on a des différences et éventuellement de faire des trucs à tiroir. Mais
Ça permet d'instrumentaliser la discussion. La simulation, la modélisation permet d'instrumentaliser la discussion. Et du coup, de la rendre constructive. Mais après, en aucun cas, ça prédit quelque chose. Merci. Une dernière peut-être? J'avais un témoignage, on parlait tout à l'heure vous disiez, mais est-ce que ça... on risque pas de créer des fausses données? Alors, j'ai vu récemment à Paris un projet qui était fait, qui s'appelle Jusqu'à ce que l'amour nous répare, et donc avec une ambition très généreuse et très extravertie de créer un podcast, une narration autour d'une histoire édifiante d'une femme qui rencontre l'amour de sa vie et qui est encore jeune, qui ont 2 enfants, et puis cette personne décède. Et c'était 2 artistes, mais ces personnes-là, et ils ont décidé, enfin en tout cas ils en ont parlé, ils décèdent d'un cancer, c'est assez violent, et l'artiste survivante a décidé de parler de cette histoire et de la raconter. Et naturellement, dans le milieu du spectacle, il est venu à l'idée des collaborateurs de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas l'IA pour faire parler cette personne qui est décédée, pour l'inclure en tant qu'acteur dans ce récit. Est-ce qu'on pourrait le faire? Et bon voilà, quelqu'un qui touchait un peu qui avait déjà essayé ça dans le milieu du cinéma avec des logiciels de génération de voix, et ils ont dit bah oui, c'est peut-être tout à fait à notre portée. Et donc ils ont construit tout un projet. Alors, il y a du finalité altruiste, c'est de financer la recherche contre le cancer avec bien sûr des projets assez sérieux et dans le domaine médical. Mais du coup, assister à avoir le contexte de la présentation de tout le projet, j'avoue que moi ça me fait penser qu'on pourrait dépasser dans certains cas cette idée de se poser il y a des conditions dans lesquelles on peut dépasser la question de est-ce qu'on va créer quelque chose de faux ou pas. Et là, en l'occurrence, c'était le fait que cette histoire de podcast et l'histoire qui est racontée, le récit qui est produit, il est écrit déjà par un des protagonistes, qui est écrit sur son conjoint, qui le connaît très très bien, que l'autre personne était un artiste, qui avait absolument pas de problème avec faire passer son image, la diffuser, la diffusion de son image, et qu'il y a même les enfants de ce couple qui témoignent dans le podcast, et donc en fait l'authenticité, les problèmes d'intégrité, les problèmes de respect, donc qui pourraient se poser par rapport à une génération synthétique de quelque chose qui n'existe pas et d'une personne décédée, on peut passer au-delà de ces... Mais c'est un débat qui existe. Est-ce que la Gen AI n'est pas la mort de la Gen AI? C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui sont un peu âgés, si vous vous souvenez, moi je me souviens les premières années 2001-2005 de Google. C'était extraordinaire. Vous aviez un message d'erreur dans votre truc, vous rentriez ça dans Google, et genre dans les 3 premiers liens, vous aviez la réponse. C'était clinique. Aujourd'hui, faites la même chose, les 20 premiers liens, c'est des mecs qui posent la même question. D'accord ? Oui, en plus. Mais je parle même pas de ça. Et donc là, l'idée, c'est, si aujourd'hui, vous éduquez ChatGPT avec le contenu d'Internet, bon, vous avez un truc qui n'est pas trop mal. Mais si demain, vous avez la moitié d'Internet, la moitié du contenu d'Internet qui sont des fake news, des trucs qui ont été générés par l'IA, des trucs faux, et pas forcément des trucs avec une intention nuisible, des témoignages d'un mort qu'on a fait parler, machin, et que la prochaine génération d'IA est entraînée là-dessus, ben, c'est clair qu'au bout d'un moment, garbage in, garbage out, il n'y a pas de secret. Donc, je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est ils ont déjà prévu potentiellement une option quand même. Ils ont déjà prévu qu'en j'avais lu un article qu'en 2030, il y aurait plus de fake bots que oui, bien sûr. de profils réels de personnes. Et c'est déjà le cas sur des plateformes comme Facebook, etc. Il y a pas mal d'études qui montrent un peu la zombification de ces plateformes. Et donc, ça pose vraiment un problème parce que soit on reprend finalement
un corpus connu. Donc, je ne sais pas quoi, vous pouvez imaginer que vous réentraînez un large language model avec, je sais pas quoi, l'Encyclopédia Universalis 2018, je ne sais pas si quand est la dernière version. Et là, vous pouvez penser que vous avez un truc super clean. Par contre, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles technos, tous les nouveaux trucs sérieux qui sont apparus après, vous ne les avez pas. Soit sinon, comment vous faites pour les trucs plus récents pour avoir des sources de données curées? C'est quand même quelque chose qui est compliqué. C'est pour ça que sur des approches, je ne sais pas si vous connaissez le Wolfram Alpha, qui n'est pas du tout du LLM, hein, mais qui est un moteur qui fait plutôt de la logique, qui fait faire tourner de la logique, mais sur des bases de données, des bases de faits et des bases de modèles qui sont entièrement curées. Alors, c'est compliqué parce que ça se veut une interface en langage naturel. En général, il faut poser à peu près 12 fois la question pour avoir la réponse. Il faut vraiment la tourner. Il n'est pas très doué à comprendre ce que vous voulez. Par contre, il vous explique exactement sa démarche, d'où ça vient, machin, et c'est surpropre, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément la tendance sur les gros bots du marché. Ouais. Oui, je voulais juste réagir sur le propos précédent. Il y a une étude dont je ne me souviens plus qui a montré que les informations fausses avaient plus de valeur pour les GAFAM que les vraies. Ce qui explique le revirement de Zuckerman et autres. Ouais. Et qu'ils n'ont plus en fait envie d'avoir des fact-checkers parce que, comme sur TikTok, en fait, les gens viennent pour consulter des choses fausses parce que c'est plus divertissant. Bah, plus d'émotions. Puis ça crée des polémiques, donc ça crée des réponses et ça crée des likes. Ça crée des likes ou des pas likes, mais ça crée de l'interaction. Et pour eux, c'est tout bon. Ouais. Et donc, effectivement, on peut penser que du coup, si en plus les gens font tourner des bots pour trouver des arguments débiles qui vont dans leur sens, ça va pas être très compliqué. Hein, effectivement, ça peut. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que on va avoir un environnement gratuit, donc divertissant, dans lequel l'information sera vraie. Il faudra se regarder le verre à moitié plein, mais bon, il y aura un degré de véracité. Et puis pour avoir une information sûre, fiable, il faudra payer. Ouais. Ouais, tout à fait. Parce que je disais, il faut réentraîner un modèle ou faire avoir un modèle qui va travailler sur des bases de faits ou des bases de contrôlées. Et le contrôle, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. On va s'arrêter sur ces notes positives. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous poser une question sur la danse. Je peux ou pas Si tout le monde veut rester encore un petit peu, oui, moi ça ne me dérange pas. Mais peut-être, si elle est vraiment très courte, oui, à la limite. Comme ça, on peut finir un peu juste. C'était plus une réflexion sur votre perception, finalement, de l'apport des IA et des IAGN dans, finalement, une sorte de matérialité. C'est-à-dire que lorsque vous avez présenté, finalement, vous avez une IA qui vous fait une proposition, l'IA n'a pas conscience du réel et d'une sorte de matérialité, et finalement vous en interprétant ou en suivant ces recommandations, vous lui donnez. Et est-ce que cette matérialité, on arrive à la retrouver dans la photographie, quand vous disiez que les gens étaient un peu artisans, est-ce que vous arrivez à faire une comparaison entre les deux? La matérialité des données que je récupère de l'IA, est-ce que je manipule quelque chose que je trouve concrète? En fait, ce qui finit par faire corps, par être réel, vivant. Ouais. Ce qui finit par faire corps, c'est mon corps. Oui. Finalement, dans la danse, en fait, l'intérêt principal que je vois et que pas mal des acteurs de la danse qui s'essayent en fait à l'IA générative pour la génération de mouvements en particulier voient là-dedans, c'est un intérêt qui porte, ou que la danse a porté à différents processus automatiques, on peut dire, depuis 60 ans, même bien avant l'IA générative. C'est de trouver toujours matière à renouveler les possibilités corporelles sur scène. En fait, ça, c'est quelque chose que énormément de créateurs en danse essayent de faire. Réinventer des nouvelles façons de bouger, en fait, pour faire simple. Réinventer des nouvelles façons de bouger sur scène, et c'est là où il y a matérialité, en fait. C'est des nouvelles façons d'incorporer des concepts nouveaux ou des façons de réinventer, en fait, ce que veut dire la danse sur scène.
Et donc, il y a une histoire énorme dans la danse contemporaine dans ce sens-là, des expérimentations avec tout tas d'outils. Alors on peut donner à un danseur une éponge qu'il trouvera moyen d'en faire quelque chose, quoi. Et l'IA générative s'inscrit en fait dans une suite de ces choses-là. Elle donne simplement, si possible, en tout cas l'espoir, c'est qu'il y ait capacité à réinventer quelque chose, repenser quelque chose, aller à l'encontre de quelque chose, donner à danser, quoi. Donner à danser, voilà, c'est ça. Poser des idées nouvelles. Voilà, poser des idées nouvelles, des possibilités nouvelles, qu'après on matérialise avec nos propres éléments, donc corporels. C'est toujours l'expression ou le geste du danseur. Au final, ça reviendra toujours, en tout cas pour l'instant, au final, ça reviendra toujours à une présence quand même en chair et en os sur scène qui va le réinterpréter, quoi. Mais ce que espèrent en tout cas ceux qui travaillent avec actuellement, c'est pas de rematérialiser ce que c'est que la danse, etc. Mais c'est vraiment de créer du potentiel de renouvellement, tout simplement. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer de discuter, il y a de quoi manger et boire à l'extérieur. Merci. Merci.